Bonjour, nous sommes arrivés à la leçon 13 du cours Guerre et paix au Moyen-Orient. Nous avons vu à la fin de la leçon précédente qu'entre 1957 et 1967, le conflit israélo-arabe se stabilise, il ne se règle pas, mais il comporte très peu d'affrontements, d'éléments qui l'aggravent, et qu'on a pu penser que si cette période de stabilité durait beaucoup plus longtemps, le conflit pourrait se régler par la lassitude, que les Israéliens qui pensent avoir des droits historiques sur toute la Palestine finiraient par accepter le statu quo territorial, que les Arabes israéliens se résigneraient à la situation qui leur est faite en Israël, que les réfugiés palestiniens amélioreraient leurs conditions de vie dans les pays d'accueil et que les gouvernements arabes, sans le déclarer officiellement, se désintéresseraient de la question de Palestine, ce qu'ils font aujourd'hui depuis longtemps. Alors, cette période de stabilité n'a pas duré suffisamment longtemps pour donner ce résultat. Elle débouche sur une guerre en 1967 qui va modifier assez profondément les données du conflit et le rendre beaucoup plus difficile à régler. Le facteur principal qui va faire évoluer la situation politique pour aboutir à ce résultat, c'est l'évolution de l'Égypte. Alors, la situation politique de l'Égypte et notamment de Nasser, le président égyptien, de 1958 à 1961, il est à l'apogée de sa réussite politique et de son influence dans le monde arabe. Il a annexé la Syrie en pratique, n'est-ce pas, dans la création de la République arabe unie, et il est l'homme politique qui a de très loin le plus populaire dans le monde arabe, celui qui exerce une influence souvent sage, comme on le voit dans le cas de son influence, son intervention dans le conflit potentiel entre l'Irak et Koweït en 1961. Les choses vont se dégrader pour lui et le déclencheur de cette dégradation, c'est la fin de la République arabe unie. Bon, l'Égypte va garder le nom République arabe unie jusqu'au début des années 70. Faites attention à ça dans vos lectures. Quand on vous parle de la République arabe unie en 1966 ou en 1969, ça veut dire l'Égypte. Parce que l'Égypte a gardé le nom après la rupture avec la Syrie. Il y a une révolte de militaires syriens en septembre 1961 qui reproclame l'indépendance de la Syrie. C'est le premier échec grave de Nasser et qui, je crois, va entraîner tous les autres ensuite. Échec dont je crois il est très largement responsable, pas la façon dont Nasser va croire que la Syrie peut être gouvernée comme l'Égypte, qu'on peut envoyer des fonctionnaires égyptiens en Syrie et qu'ils vont administrer le territoire comme est administré le territoire égyptien, sans tenir compte du fait que la population est moins pauvre en Syrie, que les pauvres égyptiens sont vraiment très nombreux et très pauvres. Il y a des pauvres aussi en Syrie, mais ils ne sont pas au même niveau de pauvreté ni aussi nombreux qu'en Égypte, et qu'il y a une diversité religieuse, une diversité d'expériences historiques, une sorte de patriotisme urbain entre Damas, Alep, Homs, les grandes villes en Syrie, que la Syrie ne peut pas être gouvernée comme l'Égypte. C'est pas du tout une population aussi naturellement disciplinée que la population égyptienne. Donc la façon dont Nasser va essayer d'administrer ce pays exaspère très très vite les Syriens, et donc il y a une révolte
de militaires syriens. En septembre 1961, Nasser va envisager la possibilité de faire une opération militaire pour rétablir son autorité en Égypte. Il va y renoncer très vite, heureusement, parce que ça n'avait aucune chance de réussir. Alors, la nouvelle indépendance de la Syrie, ça a pour la Syrie des conséquences, c'est que la Syrie recommence son instabilité politique interne. La Syrie a été un nouvel État plusieurs fois au cours du XXe siècle. Elle a été un nouvel État indépendant en 1946, après le départ des Français. Et puis elle va avoir une série de coups d'État militaires très vite. En 1958, des dirigeants civils, cette fois, qui sont des nationalistes arabes, souhaitent l'union avec l'Égypte en pensant que ça va stabiliser la situation politique de leur pays. En 1961, la Syrie redevient indépendante, doit recréer un État qui fonctionne de nouveau. La Syrie va être extrêmement instable et elle va le rester jusqu'en 1970. J'aurai l'occasion d'en redire un mot plus tard. Ce qui nous préoccupe principalement maintenant, pour comprendre comment la stabilisation qui suit les années 1957, la stabilisation du conflit israélo-arabe va déboucher sur la guerre de 1967, c'est le fait que pour Nasser, dont le thème politique dominant depuis 1956 ou 57, même peut-être depuis 1954, était l'aspiration à l'unification de la nation arabe. La scission de la Syrie, c'est vraiment tragique. Il accuse les Syriens d'être des scissionnistes, d'être des gens qui divisent la nation arabe, mais c'est un échec très très grave pour lui et pour sa politique. Donc, il doit essayer de réparer sa position de leader dans le monde arabe. Ça compromet sa position de leader dans le monde arabe. Et pour essayer de rebâtir cette position de leader, il va prendre une autre décision catastrophique, c'est celle d'intervenir au Yémen. Le Yémen, qui est le plus pauvre des pays arabes, au sud de la péninsule arabique, au bord de la mer Rouge, qui est une monarchie extrêmement traditionnelle, qui gouverne pas grand-chose dans la société. Cette monarchie est renversée en septembre 1962 par un coup d'État militaire. Les militaires yéménites qui étaient déjà aidés techniquement par des Égyptiens, probablement déjà endoctrinés politiquement par des Égyptiens, font un coup d'État, renversent le roi et proclament la République. Le roi arrive à s'échapper, s'en va dans les montagnes et organise une résistance dans les montagnes. Le Yémen est un pays rêvé pour faire de la guérilla. C'est quelque chose qui ressemble à l'Afghanistan. Vous avez une petite idée à la fois de la géographie montagneuse et de la structure sociale clanique, avec des populations qui obéissent à des chefs locaux et pour qui l'autorité d'un État central est quelque chose de très difficile à accepter. Des militaires égyptiens, des soldats égyptiens sont envoyés immédiatement au Yémen pour aider la République yéménite, et l'armée égyptienne va s'engager au Yémen dans une guerre de lutte anti-guérilla. Nous savons qu'il n'y a rien de plus difficile pour une armée régulière que de faire de la guerre anti-guérilla, surtout dans un pays aussi difficile que le Yémen. L'Arabie saoudite, qui s'inquiète de voir le Yémen, qui est son voisin immédiat au sud, devenir un satellite de l'Égypte ou une dépendance de l'Égypte, l'Arabie saoudite va soutenir le roi du Yémen, réfugié dans les montagnes, et vont apporter une aide aux guérilleros qui combattent contre la République yéménite et contre l'armée égyptienne. Et cette guerre va s'enliser
À l'époque, dans les années 60, on observait l'enlisement de l'armée américaine au Vietnam et l'enlisement de l'armée égyptienne au Yémen, dans un pays où c'est peut-être aussi difficile de faire de la lutte anti-guérilla qu'au Vietnam, pour des raisons géographiques différentes et culturelles différentes dans la population, et avec une Égypte qui est un pays qui n'a pas du tout les ressources des États-Unis pour se lancer dans ce genre d'aventure. Alors, loin de rétablir le leadership de Nasser dans le monde arabe, la guerre du Yémen va diviser davantage le monde arabe parce que l'Arabie saoudite va développer son influence auprès d'un certain nombre d'autres États arabes, comme la Jordanie, comme le Maroc, qui se méfient de l'influence révolutionnaire de Nasser et des Nassériens dans leur propre pays. Et aussi, l'Arabie saoudite va essayer de créer une solidarité musulmane avec des pays musulmans comme l'Iran à l'époque, qui sont des pays, là aussi un pays conservateur politiquement, pour créer un pôle de résistance envers le nationalisme arabe nassérien, considéré au contraire comme révolutionnaire ou déstabilisateur. C'est l'époque où les pays occidentaux considèrent qu'au Moyen-Orient, plus les gens sont musulmans, mieux ça vaut. Pas que c'est l'islam, la religion musulmane, qui peut servir d'obstacle ou de frein à l'influence révolutionnaire du nationalisme arabe. Donc la division du monde arabe, c'est mauvais pour Nasser, l'isolement de l'Égypte par rapport aux pays arabes conservateurs et par rapport aux pays occidentaux. Je vous ai dit, je crois, à la fin de la leçon précédente, que en 1961, l'Égypte arrive à rétablir des relations convenables avec les États-Unis. L'Égypte, quasiment en guerre contre l'Arabie saoudite, pas parce que l'Arabie saoudite aide ouvertement les insurgés yéménites, et que l'armée égyptienne fait des bombardements sur le territoire de l'Arabie saoudite pour essayer de détruire des camps d'entraînement, des bases arrières des insurgés yéménites qui sont aidés par l'Arabie saoudite sur le territoire même de l'Arabie saoudite. Donc on a l'impression que l'Égypte et l'Arabie saoudite sont au bord de la guerre. Les États-Unis, étant donné l'implication des compagnies, de la compagnie américaine d'exploitation du pétrole, Aramco, dans la production de pétrole de l'Arabie saoudite, évidemment, les États-Unis sont pro-saoudiens dans un conflit comme celui-là. Et à partir de 1965, l'Égypte se retrouve complètement dépendante de l'URSS, avec de beaucoup plus mauvaises relations avec les pays occidentaux, et elle est dépendante de l'URSS parce que l'URSS est son seul fournisseur d'armes, et pour faire la guerre au Yémen, l'Égypte a besoin des armes soviétiques. Bon, ça a un coût très élevé pour l'économie égyptienne, l'Égypte qui reste un pays très très pauvre, très difficile de se livrer à une guerre de plusieurs années comme cela au-delà des mers. Ça a probablement aussi un effet de démoralisation épouvantable pour l'armée égyptienne. Un très grand nombre de soldats et d'officiers égyptiens sont passés au Yémen, ont essayé de faire ce que personne n'aurait su faire à leur place, c'est-à-dire comment rétablir le contrôle des montagnes yéménites contrôlées par des insurgés, des guérilleros. Et ce sont des combats qui n'ont rien à voir avec l'affrontement contre une armée moderne, ce qu'ils vont avoir comme problème. En 1967, on a une armée égyptienne démoralisée, fatiguée, qui va se retrouver dans la crise de 1967 et dans la guerre de 1967. Une part seulement de l'explication de la facilité de la victoire israélienne dans la guerre de 1967.
L'État d'Israël lui-même, pendant cette période, donc où l'État est dans de bien meilleures conditions de sécurité, il n'y a presque plus d'attentats en Israël ou contre des Israéliens, il continue à y avoir un tout petit peu d'affrontement avec la Syrie au nord, pas où la frontière israélo-syrienne, où les lignes d'armistice ont été déterminées en 1949 d'une façon qui pose des problèmes compliqués et où il y a toujours eu une certaine forme de harcèlement à cet endroit-là, harcèlement qui d'ailleurs sont moins graves lorsque la Syrie fait partie de la République arabe unie, parce que le Nasser, qui veut être prudent face à Israël, peut contrôler la situation aussi à la frontière nord d'Israël. Alors qu'une fois que la Syrie est redevenue indépendante, la Syrie instable, accusée par Nasser d'être des traîtres à la nation arabe, les dirigeants syriens vont essayer de faire la démonstration, au contraire, de leur fidélité à la nation arabe en affrontant l'ennemi sioniste. Donc il y a tout petit peu de harcèlement, de tirs de canon, de choses comme ça, des choses pas très graves par rapport à ce qui se passait avant 1956. La sécurité en Israël est bien meilleure après 67 qu'elle l'était avant 1956. En 1963, pour des raisons internes à la situation en Israël qu'il est inutile de développer ici, Ben Gurion, le fondateur de l'État, le chef historique, pas celui qui a dirigé les Israéliens dans la guerre de 48, qui a été Premier ministre presque tout le temps, depuis 1948, Ben Gurion démissionne en juin 63. Il est remplacé à la tête du Parti travailliste et à la tête du gouvernement par un homme, Eshkol, qui était ministre des Finances avant, qui était le bureaucrate travailliste typique, qui est tout à fait à l'antipode du côté un petit peu prophétique, un petit peu exceptionnel, pas de Ben Gurion. Pour le nationalisme israélien, Eshkol a l'air d'un dirigeant banal. D'autres éléments de normalisation de la société apparaissent à cette époque-là, notamment en 1966, la fin du régime d'administration militaire des localités peuplées d'Arabes, les Arabes israéliens, ceux qui sont citoyens israéliens, qui étaient soumis à une administration militaire depuis 1949, qui cesse de l'être en 1966. Ils continueront à avoir une surveillance policière, des difficultés pour se déplacer d'un point à un autre, mais tout ça devient moins contraignant, moins tatillon qu'avant 1966. En 1966 aussi, Israël connaît une année de stagnation économique. Jusque-là, la croissance économique était assez remarquable en Israël à partir d'un niveau de très très bas au départ, pas d'une population qui n'est pas riche du tout, mais avec l'immigration, la population de l'État, qui était d'1 million d'habitants en 1949, en comptant la population arabe, les citoyens arabes, ils sont 1,5 million en 1952, ils sont 3 millions en 1967, avec une immigration assez importante pendant toute la période, et une croissance économique assez efficace aussi, avec l'immigration et avec les apports de capitaux venus du reste du monde, et avec l'efficacité, la capacité de travail de la population de cet État. Israël, c'est un pays où on travaille 6 jours par semaine, et où les gens acceptent de faire des emplois difficiles pour des salaires très bas, et où la contribution à l'activité de la population, au développement économique, est très, très importante. En 1966, tout d'un coup, il y a une année de stagnation. Il n'y a plus de croissance économique. Et il y a aussi, la même année, la fin de l'immigration nette. C'est-à-dire qu'il n'y a presque plus de nouveaux immigrants qui viennent s'installer en Israël pour devenir citoyens israéliens. Et il y a au contraire un certain nombre d'Israéliens qui émigrent, qui s'en vont vivre ailleurs. Et il y en a un peu plus à sortir qu'à entrer.
Il y a une blague, un dessin humoristique qui est dans un journal israélien en 1966, qui montre le hall de l'aéroport de Tel Aviv, dans lequel il y aurait eu une pancarte de mise disant, en hébreu évidemment, le dernier qui s'en va éteint la lumière. Ça suggère que les Juifs sont venus là, que c'est quelque chose de provisoire et que à un moment ou à un autre, qui sont en train de commencer à repartir. Le dessin humoristique est évidemment extrêmement exagéré. Il reste que la situation israélienne semble tout d'un coup moins prometteuse, un peu inquiétante. Il est possible que ça ait joué un rôle pour expliquer la crise qui va avoir lieu dès 1967, au cours de l'année suivante. Il n'est pas impossible que, de la part des dirigeants arabes, et notamment de Nasser, il y ait eu la croyance que Israël est tout d'un coup en train de s'affaiblir et que c'est l'occasion d'essayer de remporter, pas forcément de détruire l'État d'Israël, mais de remporter un succès très très important contre Israël. Il est possible que ça ait joué un rôle. On n'a pas de témoignage de Nasser qui permettent d'assurer qu'il a pensé ça, mais c'est une des possibilités. De la même façon que chez certains dirigeants israéliens, il y a pu y avoir l'idée que la montée de la tension au début de l'année, à la fin de l'année 66 et au début de l'année 67, que la montée de la tension était capable de ressouder la nation israélienne. Pas que rappeler aux Israéliens qu'il y a une menace extérieure, c'était important pour lutter contre cette espèce de début de désabusement, de perte de confiance dans l'État israélien, qui est peut-être quelque chose qui s'amorce en 1966 et auquel d'ailleurs la crise et la guerre de 1967 va mettre fin complètement. Bon, ça peut avoir joué un rôle, évidemment ça n'est pas du tout l'explication principale de ce qui va se passer en 1967. En 1967, il y a une crise d'abord, très grave, entre Israël et les pays voisins, principalement l'Égypte, et une guerre qui est très largement une guerre accidentelle. Pas une guerre qui n'était pas du tout prévisible à la fin de l'année 1966, une guerre qui va surprendre énormément de gens, y compris ceux qui décident de la faire, une guerre qui est issue des erreurs de calcul faites pendant la crise elle-même. Et ces erreurs de calcul, elles ont été faites principalement par Nasser, le président égyptien, et accessoirement par Hussein, le roi de Jordanie. J'y reviendrai plus loin. Quel est l'enchaînement d'événements qui va tourner très très mal? Au cours de l'année 1966, un mouvement palestinien très minoritaire, le Fatah. Le Fatah, ça existe toujours aujourd'hui dans les territoires occupés par Israël. Ça va être très important dans l'histoire palestinienne. Dans les années 60, c'est assez peu de choses. Ça a été créé par des émigrés palestiniens, des réfugiés devenus des émigrés à Koweït au début des années 60. Ce mouvement, qui est soutenu par la Syrie, parce que la Syrie a des dirigeants qui sont obligés de faire de la surenchère en faveur du nationalisme arabe et donc de la lutte contre Israël. Et ce Fatah, ces hommes font des attentats contre Israël à partir de la Jordanie, parce que c'est beaucoup plus facile. La frontière est très longue entre Israël et la Jordanie. C'est plus facile de faire des infiltrations à cet endroit-là. Les Israéliens savent que ce ne sont pas les Jordaniens qui organisent cela, c'est fait malgré les autorités jordaniennes, mais les Israéliens continuent à appliquer leur stratégie de faire des représailles contre l'armée jordanienne pour obliger l'armée jordanienne à contrôler sa propre frontière. Donc il y a une escalade là entre Israël et la Jordanie, déclenchée par des attentats du Fatah. Et
à la frontière avec la Syrie, il y a aussi une recrudescence des incidents israélo-syriens. D'ailleurs, les dirigeants égyptiens disent clairement que le gouvernement responsable des attentats contre eux, ils savent que ça n'est pas la Jordanie, ils savent que c'est la Syrie et que c'est le gouvernement syrien qu'il faut obliger à arrêter. L'escalade de la tension avec la Syrie conduit le 7 avril 1967 à un incident aérien. Les Israéliens utilisent des avions pour aller bombarder des canons syriens qui sont du côté de la frontière, qui sont en Syrie et qui tirent contre le territoire israélien. L'aviation syrienne intervient. Plusieurs avions syriens sont abattus par les avions israéliens et les avions israéliens vont passer le mur du son au-dessus de Damas, la capitale syrienne qui n'est pas loin, pour démontrer leur supériorité et affirmer qu'il faut que les Syriens se tiennent tranquilles s'ils ne veulent pas avoir de gros ennuis parce que les Israéliens sont plus puissants militairement, ce dont presque personne ne doute. À ce moment-là, il peut y avoir un doute avec l'Égypte. Et l'Égypte est un peu obligée d'intervenir. Si Nasser veut jouer son rôle de leader du monde arabe, ce rôle de leader qu'il essaie désespérément depuis 1961 de rebâtir, et ce rôle qui est tellement en danger à cause de la guerre du Yémen, elle continue, elle est en cours à ce moment-là. Nasser fait pénétrer dans le Sinaï une partie de son armée qui fait des mouvements de troupes évidents là pour bien montrer que si les Israéliens attaquent la Syrie, lui, il va attaquer Israël pour venir en aide à ses frères syriens. En même temps, ça peut être vu comme une simple mesure de dissuasion. Cette mesure de dissuasion, elle est ridiculisé dans le monde arabe par les adversaires de Nasser, y compris en Jordanie, même la Jordanie dont le roi est perpétuellement accusé par Nasser d'être un traître à la nation arabe. Et la propagande jordanienne se moque de Nasser en disant Nasser, il fait semblant de menacer là en envoyant ses soldats dans le Sinaï, mais en réalité il sait qu'il ne risque rien parce qu'il est abrité par les casques bleus de l'ONU. Il se cache dans les jupes de l'ONU. Il y a ces casques bleus qui ont été mis là en 1957, qui sont tout le long de la frontière pour aider au contrôle de la frontière entre Gaza et Israël et entre l'Égypte et Israël. Et donc, le 16 mai, Nasser fait une demande au secrétaire général de l'ONU. Il demande au secrétaire général de l'ONU que les casques bleus qui patrouillent le long de la frontière entre Israël et l'Égypte soient retirés. Ou pas retirés, soit arrêtent de patrouiller, cessent leur mouvement le long de la frontière. Et à cette demande, le secrétaire général de l'ONU de l'époque est un Birman qui s'appelle Outant, un diplomate birman qui était devenu secrétaire général de l'ONU. Outant fait une réponse que je continue à trouver absurde politiquement. Il répond à Nasser que les forces de l'ONU en Égypte ne sont pas une force d'occupation. C'est une force qui est là avec l'accord du gouvernement égyptien pour aider au maintien de la paix entre l'Égypte et son voisin Israël. Et mais l'Égypte n'a pas le droit d'interférer avec les opérations des casques bleus. Donc Nasser, il n'a pas le droit de demander que les casques bleus cessent de patrouiller la frontière, mais, ajoute Outant, vous avez le droit de demander qu'ils s'en aillent. Très probablement, il a voulu faire monter les enchères en pensant que Nasser allait reculer. Et Nasser n'est pas en position de pouvoir reculer à cause de la situation de défi entre lui et les autres dirigeants arabes à ce moment-là.
hein. On le met au défi de demander le retrait des casques bleus. Il demande le retrait des casques bleus et les casques bleus sont retirés. Ils ne s'en vont pas tous immédiatement, mais ils vont cesser de patrouiller contre la frontière et ils vont s'en aller à la fois à Gaza, le long de la frontière entre Israël et l'Égypte, et surtout à la pointe de Sinaï, à l'endroit où il y a un poste de casques bleus depuis 1957 pour surveiller la navigation dans le détroit de Tiran. Alors, je vous montre une carte, hein. Vous voyez sur cette carte, vous voyez Sharm el-Sheikh, qui est tout à fait au sud du Sinaï, à la sortie du golfe d'Aqaba. Vous voyez le golfe d'Aqaba, vous voyez le port d'Eilat au sud d'Israël, port d'Eilat qui est devenu important en 1967 pour les échanges extérieurs de l'État d'Israël, notamment pour l'importation de pétrole à partir de l'Iran qui arrive par le port d'Eilat. Et la navigation dans le détroit de Tiran, alors l'île de Tiran, elle est là, dans la mer Rouge, qui est en bleu sur la carte, mais qui s'appelle quand même la mer Rouge, pas à la sortie du golfe d'Aqaba, d'où l'appellation détroit de Tiran, que j'ai déjà employé dans la leçon précédente. C'est le nom de cette île, et Sharm el-Sheikh. Aujourd'hui, il y a une agglomération avec une station balnéaire à cet endroit-là, mais en 1967, il y avait juste un poste militaire avec des casques bleus. Il n'y avait pas du tout d'implantation civile. Et donc les casques bleus sont retirés de cet endroit-là et l'armée égyptienne les remplace. Et évidemment, la tentation est grande d'annoncer la fermeture du détroit de Tiran à la navigation israélienne. Alors, c'est la décision la plus qui rend la guerre probable. Jusque-là, on a une escalade verbale, des mouvements de troupes, un tout petit peu de menaces entre Israël et la Syrie dans le nord, des mouvements de troupes égyptiennes dans le Sinaï. Tout ça aurait pu se calmer, et puis les soldats égyptiens rentrent chez eux, puis la question est réglée. Le retrait des casques bleus à la frontière entre Israël et l'Égypte, c'était moche et dangereux, mais si les Égyptiens et les Israéliens restent décidés à ne pas s'affronter, on peut continuer même sans casque bleu. Le retrait des casques bleus de Sharm el-Sheikh représentait la tentation pour l'Égypte d'annoncer la fermeture du détroit de Tiran comme une grande victoire, pas remportée par l'Égypte contre l'adversaire sioniste. La probabilité de la guerre est très grande, donc à partir du 22 mai, l'annonce de la fermeture du détroit de Tiran. Le 19 mai, les Israéliens ont commencé la mobilisation de leur armée dès l'annonce du retrait des casques bleus à la frontière. On a donc une escalade là qui tout d'un coup devient très sérieuse. Alors, les Israéliens vont faire beaucoup de démarches diplomatiques. Eban, le ministre des Affaires étrangères du gouvernement israélien à ce moment-là, va se mettre à voyager dans le monde, rencontrer énormément de gens, notamment aux États-Unis, les États-Unis qui avaient garanti en 1957 qu'ils considéraient le détroit de Tiran comme une voie d'eau internationale, c'est-à-dire une voie d'eau dans laquelle on n'a pas le droit d'empêcher des bateaux de passer, dans laquelle la circulation doit être libre, à la fois vers Eilat, qui est le port israélien, et vers Aqaba, qui est le port jordanien, sur le golfe d'Aqaba. Les dirigeants américains font semblant de ne pas comprendre qu'est-ce qu'on leur demande. Les dirigeants américains, à ce moment-là, il faut bien le comprendre, sont très gravement dans la guerre du Vietnam. L'offensive du Tet des Vietnamiens va avoir lieu au début de l'année 68. Les manifestations contre la guerre du Vietnam aux États-Unis sont très intenses.
Le ministre de la Défense, McNamara, est déjà persuadé que la guerre du Vietnam ne peut pas être gagnée et qu'il faut y mettre fin. Le président Johnson ne sait pas quoi faire. Les Américains ne sont vraiment pas tentés de s'engager dans une affaire difficile au Moyen-Orient, d'appuyer une opération militaire. Il y a des gens qui disent on pourrait envoyer une flottille qui franchirait le détroit de Tiran pour garantir la liberté de navigation des bateaux de commerce vers Eilat, des choses comme ça. C'est se créer des problèmes avec tous les pays arabes. Les dirigeants américains, pendant toute cette crise, vont penser que s'il y a une guerre, les Israéliens peuvent la gagner et que pour les États-Unis, c'est de loin la solution la moins fatigante. Pas que y aller eux-mêmes serait très difficile. Si les Américains ne veulent rien faire, il n'y a pas grand monde ailleurs dans le monde qui peut intervenir pour empêcher que cette crise débouche sur une guerre. Le 30 mai, l'Égypte et la Jordanie signent une alliance. Jusque-là, la Jordanie était, avec l'Arabie saoudite, le pays le plus hostile à Nasser dans le monde arabe. Le roi Hussein, face à la montée de l'excitation en faveur de Nasser, qui est en train de redevenir le grand leader de la nation arabe, Hussein, le roi de Jordanie, pense qu'il ne peut pas faire autrement que de faire une alliance avec l'Égypte. Et il y a un général égyptien qui est envoyé en Jordanie pour prendre le commandement de l'armée jordanienne. Donc il y a un phénomène d'encerclement d'Israël. Il y a la Syrie au nord qui est déjà hostile, il y a l'Égypte au sud qui devient menaçante et qui prend une mesure de blocus naval en annonçant la fermeture du détroit de Tiran. Il y a la Jordanie maintenant qui se joint à l'alliance, et il y a l'Irak dont l'armée commence à pénétrer en Jordanie et éventuellement participer au combat contre Israël avec les Jordaniens, les Syriens et les Égyptiens. En Israël, où il y a une apparence de panique ou d'inquiétude très très grande, est mis en place un gouvernement d'union nationale le 1er juin. Dans ce gouvernement, qui est toujours dirigé par Eshkol, le Premier ministre travailliste à ce moment-là, dans ce gouvernement entre Begin, le chef du Hérout, de l'opposition, donc de droite ultranationaliste qui existe en Israël, et Dayan. Dayan avait été le chef de l'armée en 1956, et puis ensuite il s'est retrouvé à la retraite, et il a fait une carrière politique, et il était un allié politique de Ben Gurion. Lorsque Ben Gurion quitte le gouvernement en 1963, il quitte aussi le Parti travailliste, et il essaie de créer un parti opposé aux travaillistes. Dayan est un des hommes qui suit Ben Gurion dans cette aventure qui ne conduira pas très loin. Les pressions sur Eshkol à la fin du mois de mai 1967 sont pour l'obliger à donner le ministère de la Défense à quelqu'un d'autre. Ben Gurion était toujours Premier ministre et ministre de la Défense en même temps. Eshkol, quand il succède à Ben Gurion, va continuer à faire ça, à être en même temps Premier ministre et ministre de la Défense. Il y a énormément de gens qui lui disent, écoute, Ben Gurion, il était peut-être compétent pour diriger la sécurité du pays, la défense du pays, mais Eshkol, lui, ne l'est pas, il n'apparaît pas du tout comme un homme compétent pour faire ça, et donc il faut qu'il accepte quelqu'un d'autre auprès de lui pour être ministre de la Défense. Puis il y a un imbroglio politique, et Eshkol finit par se faire imposer Dayan comme ministre de la Défense. Alors, Dayan est un personnage extrêmement flamboyant, qui a une visibilité, qui a une réputation internationale. Beaucoup de gens qui veulent faire croire que c'est une espèce de génie militaire parce qu'il a gagné, c'est lui qui dirigeait l'armée lors de la guerre de 1956, lors de la crise de Suez, qui était une opération militaire très facile finalement pour l'armée israélienne.
Dayan devient ministre de la Défense le 1er juin. Nous savons que la guerre va commencer le 5 juin. La guerre, elle a été organisée par les généraux de l'état-major. L'état-major, il est dirigé par un général qui s'appelle Rabin, qui est depuis 4 ans le chef d'état-major de l'armée, le vrai organisateur de l'armée israélienne de 67, qui va fonctionner à la perfection, et le vrai concepteur des opérations militaires de 67, c'est Rabin, et ses collaborateurs dans l'état-major. Dayan n'y est à peu près pour rien. Dayan aura une influence politique ensuite comme ministre de la Défense, j'en reparlerai. Mais dans l'opinion à l'extérieur et peut-être en Israël même, parce que Dayan était un homme très compétent pour faire sa propre publicité personnelle. Dayan va devenir dans les années suivantes peut-être l'homme politique le plus populaire en Israël, ce qu'il va rester jusqu'en 1973. Ça va changer en 1973, j'en reparlerai un peu. Donc il devient ministre de la Défense. Ça change l'apparence de l'armée. Les Israéliens qui ne faisaient pas confiance à Eshkol pour être responsable de la défense se disent tout d'un coup, tiens, on peut faire confiance à Dayan. Et Dayan, il va contribuer notamment à endormir les Égyptiens, l'inquiétude des Égyptiens. L'état-major est en train de préparer la guerre, ils vont lancer une guerre de façon imminente. Et 2 jours avant la guerre, Dayan fait une conférence de presse dans laquelle on lui demande « Est-ce qu'il va y avoir la guerre ?» Et Dayan répond « Non, c'est trop tôt ou trop tard, il aurait fallu la faire plus tôt, ou peut-être qu'on sera obligé de la faire plus tard, mais là maintenant, ce n'est pas le moment. » Bon, il sait que l'armée est en train de remplir les réservoirs des tanks et des avions à ce moment-là, n'est-ce pas, ou presque. Il sait que l'attaque est imminente. Son rôle, ça a été d'aider les Égyptiens à ne pas se méfier. Hein. Donc la guerre, elle commence le 5 juin, à 8h10 du matin, les avions israéliens décollent en très grand nombre pour aller attaquer les aérodromes égyptiens et détruire l'aviation égyptienne au sol. Et ils arrivent sur des aérodromes égyptiens où il n'y a pas eu de précaution de prise, où les avions ne sont pas protégés, il n'y a pas de DCA sérieuse, ils peuvent détruire presque toute l'aviation égyptienne comme ça en un seul raid. Ensuite, ils vont lancer une offensive terrestre à la frontière donc sud entre Israël et l'Égypte, dans le territoire du Sinaï. Je vous ai montré sur la carte tout à l'heure. Vous pourrez retourner la voir et faire une capture d'écran si vous voulez, si vous n'avez pas d'autres cartes sous la main. L'armée égyptienne est alignée le long de la frontière avec Israël. Ça fait un peu plus de 200 kilomètres. Donc c'est très facile pour l'armée israélienne qui a 3 colonnes, une colonne au sud, une colonne au nord et une colonne au milieu, qui percent les lignes égyptiennes. C'est très facile, ils sont beaucoup plus nombreux que les soldats égyptiens à l'endroit où ils attaquent, pas, puisque les soldats égyptiens, eux, sont dispersés le long de la frontière. Et ensuite, l'armée israélienne fonce derrière et donc encercle, prive de ses communications. L'armée égyptienne, la plupart des soldats égyptiens n'ont pas combattu, ils ont été encerclés, ils ont essayé de se sauver, et ils ont fui dans le désert, avec en plus, ils n'ont plus d'aviation depuis 11h du matin ou 10h du matin le même jour, et les Israéliens ont une maîtrise aérienne absolument totale. Il va y avoir un très grand nombre de soldats égyptiens tués, alors qu'ils se replient ou ils s'enfuient, ils essaient de s'échapper, ils sont mitraillés par les avions qui détruisent les véhicules, les soldats essaient de continuer à pied, beaucoup vont arriver à se sauver en traversant le canal de Suez à la nage pour rentrer en Égypte. Il y a vraiment un sort épouvantable des soldats égyptiens dans cette guerre. À 11h du matin, toujours le 5 juin, la Jordanie entre dans la guerre. Les canons jordaniens se mettent à tirer à Jérusalem et l'armée israélienne,
qui presque sûrement n'avaient pas l'intention d'attaquer la Jordanie. Hein. Quand les avions israéliens décollent pour aller attaquer l'Égypte, les Israéliens préviennent les hommes de l'ONU qui sont à Jérusalem. Il y a une commission de contrôle de l'armistice qui occupe une position à Jérusalem, à la limite des deux zones, la jordanienne et israélienne. Ils les préviennent, ils leur disent « Dites aux Jordaniens que ce n'est pas eux qui sont attaqués ». Parce que les Jordaniens, évidemment, ils voient décoller les avions. Les deux pays sont tellement proches l'un de l'autre, tellement serrés l'un contre l'autre, que si vous avez une centaine d'avions à réaction qui décollent en quelques minutes des aérodromes israéliens, évidemment, les Jordaniens s'en rendent compte. Donc, ils préviennent les Jordaniens, c'est pas vous qui êtes attaqués. Et quand les Jordaniens déclenchent l'attaque dans la région de Jérusalem, les Israéliens qui savent que la situation face à l'Égypte est déjà devenue, ils sont déjà tranquilles du côté égyptien, pas parce que l'aviation égyptienne est détruite, et les percées de l'armée israélienne dans le Sinaï, elles sont réussies, ils peuvent retirer des troupes du front égyptien pour combattre contre les Jordaniens à Jérusalem. Contre les Jordaniens, ça va durer 4 jours, et l'armée jordanienne est chassée complètement, non seulement de Jérusalem, mais de toute la Cisjordanie jusqu'au Jourdain. Au bout de 4 jours, c'est fini au bout de 3 jours contre l'Égypte, c'est fini au bout de 4 jours contre la Jordanie, contre la Syrie. Les Syriens, dès le début de la guerre, tirent au canon par-dessus la frontière, ce qui ne dérange pas beaucoup les Israéliens. Quand les Israéliens ont fini de régler le compte et de l'armée égyptienne et de l'armée jordanienne, ils peuvent se retourner contre la Syrie. L'armée syrienne va se retirer presque sans combattre du Golan. Alors, cette guerre, elle a fait un peu moins de 800 morts israéliens dans l'armée israélienne. Elle a fait 700 morts jordaniens. À l'époque, on a annoncé des chiffres beaucoup plus élevés. Pour une part, parce que c'est une chose que je vous ai déjà dite, il ne faut pas confondre les morts et les victimes dans le cas des massacres, et il ne faut pas confondre les morts et les pertes dans le cas des guerres entre des armées régulières. L'armée jordanienne a énormément de pertes, elle a des milliers de pertes en Cisjordanie en 1967, parce que beaucoup de soldats, quand ils se rendent compte que la situation est désespérée, qu'ils risquent d'être empêchés de traverser le Jourdain pour rentrer en Jordanie. Et ils vont quitter leurs uniformes et traverser le Jourdain, c'est facile. On n'a pas besoin de savoir nager. Traverser le Jourdain, ça se traverser à gué presque tout le temps, surtout en été. Et une fois rendus de l'autre côté du Jourdain, où ils ont échappé aux Israéliens, ils se demandent qu'est-ce qui va leur arriver. Est-ce qu'ils vont être accusés d'être des déserteurs? Est-ce qu'ils vont être fusillés par l'armée jordanienne? Donc ça a pris plusieurs semaines ou plusieurs mois pour certains d'entre eux pour signaler qu'ils n'étaient ni morts ni prisonniers et qu'ils étaient seulement des déserteurs temporaires. Et la Jordanie va annoncer d'abord des milliers de pertes dans cette guerre qui vont être interprétées comme des milliers de morts. Et en réalité, il semble qu'ils en aient eu 700, c'est-à-dire un peu moins que les Israéliens en tout, un peu plus que ce qu'ont eu les Israéliens contre les Jordaniens. C'est contre les Jordaniens que les Israéliens ont eu le plus de morts. Ils en ont eu 400, quelque chose comme ça, sur les presque 800 morts, presque plus la moitié des morts israéliens de ces guerres ont été contre les Jordaniens, parce que c'est là que les combats ont été difficiles. Il a fallu attaquer à pied les soldats jordaniens dans Jérusalem pour ne pas détruire la ville par des bombardements au canon ou avec des avions. Donc, ça a été plus difficile contre les Jordaniens, mais l'armée jordanienne est minuscule par rapport. L'armée jordanienne, à ce moment-là, doit faire 60 000 hommes, ou quelque chose comme ça. L'armée israélienne, une fois complètement mobilisée, en fait 300 000. C'est une armée énorme par rapport à la population du pays. Les Syriens, eux aussi, ont eu quelques centaines de morts dans cette affaire. Donc, la guerre n'est une guerre très grave en termes de pertes que
pour les Égyptiens, n'est-ce pas? 10 000 morts, au moins, il y a des chiffres qui en indiquent davantage. C'est vraiment le sort des soldats égyptiens privés de véhicules, cherchant à s'échapper dans le désert, et beaucoup d'entre eux mourant de soif ou blessés et ne pouvant pas être soignés, mourant en route, que c'est ça, la catastrophe humaine de cette guerre, qui est vraiment la catastrophe de l'armée égyptienne. Pour l'armée jordanienne ou pour l'armée syrienne, ça n'est pas une catastrophe humaine de grande ampleur. Alors, pourquoi les Israéliens ont gagné si facilement? Les raisons de leur victoire sont les mêmes qu'en 1948, mais modernisées. Voilà. Le matériel est devenu complètement différent. Les Israéliens ont des avions de combat supersoniques qui sont des Mirage fabriqués en France. Ils en ont 70 ou 80. Et ils ont d'autres avions, dont des avions à réaction, mais plus anciens et qu'ils peuvent encore utiliser, toujours de fabrication française. Et ils ont des tanks britanniques Centurion, qui sont des tanks excellents pour l'époque. Ils ont cessé d'être une armée très sous-équipée, comme celle de 1948, ou équipée mais de façon rudimentaire avec du matériel assez ancien et récupéré, comme l'armée de 1956. On a une armée très très moderne, mais qui, en termes de matériel, est surclassée par les armées arabes. Les Égyptiens ont des MiG soviétiques, ils en ont plus que les avions des Israéliens. Et puis les Israéliens, ils ont aussi face à eux l'aviation jordanienne qui est toute petite, l'aviation syrienne qui a des MiG supersoniques, elle aussi, comme l'aviation égyptienne, et l'aviation irakienne. Dans l'attaque aérienne du lundi matin, une fois qu'ils ont fini de liquider l'aviation égyptienne, les Israéliens vont attaquer les aérodromes syriens pour détruire l'aviation syrienne. Ils vont même attaquer un aérodrome irakien qui est suffisamment proche d'Israël pour être une base pour les attaquer. Là aussi, les avions irakiens vont être détruits sur le territoire de l'Irak. Donc, en apparence, en nombre d'avions de combat, en nombre de tanks, l'Égypte en a plus qu'Israël, et les pays arabes ensemble en ont beaucoup plus qu'Israël. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le nombre des hommes différents, des hommes compétents. Et l'armée israélienne, par exemple, elle a un peu moins d'avions de combat que l'aviation égyptienne. Mais l'aviation égyptienne a moins de pilotes que d'avions de combat. Alors que l'aviation israélienne a 3 fois plus de pilotes que d'avions de combat de première ligne. Et l'aviation israélienne a des équipages au sol. Les gens qui sont, quand l'avion revient de mission, se pose sur le sol, il faut le rééquiper. Il faut le rééquiper en carburant, il faut le rééquiper en munitions, etc. Et il faut mettre un autre pilote dedans. Il y a un deuxième pilote qui est là prêt à partir. Et les avions arrivent à redécoller dans des délais extrêmement courts. Ce qui permet d'avoir des avions qui servent beaucoup plus souvent que ne peuvent servir les avions arabes. Les rares avions arabes qui n'ont pas été détruits par surprise sur les pistes, ils sont totalement surclassés numériquement. Et les Israéliens donnent l'impression d'avoir beaucoup plus d'avions que ce qu'ils ont en réalité. Et c'est la compétence des hommes qui est l'élément décisif, comme en 1948. C'était la compétence des hommes. Les hommes compétents sont plus nombreux dans l'armée israélienne que dans les armées arabes, les armées arabes en face. Donc, la victoire, elle est très facile, et elle est beaucoup plus facile que ce que les Israéliens pensaient. Il y a un risque quand on
réfléchi sur cette guerre, de se dire ils ont gagné tellement facilement qu'ils étaient sûrs de gagner facilement et que donc ils guettaient l'occasion de lancer cette guerre pour faire ces conquêtes. Je crois que c'est une interprétation qui est exagérée, que la victoire, elle a été moins coûteuse et plus rapide que prévu. On a beaucoup de témoignages sur ce qui s'est passé avant, qui permet d'être sûr de cela. Lorsque Dayan est nommé ministre de la Défense, il va rencontrer Ben Gurion. Ben Gurion est à la retraite à ce moment-là. Ben Gurion était le mentor politique de Dayan. Donc Dayan va rencontrer Ben Gurion. Et Ben Gurion lui dit « Vous ne pouvez pas faire la guerre tout seul, il vous faut un allié ». En 1956, on a eu l'alliance de la France et de la Grande-Bretagne. Vous avez de nouveau besoin d'un allié pour pouvoir faire la guerre aux Arabes. Et Dayan lui répond, mais non. Évidemment, on est capable de gagner, même si on n'a pas d'allié. Le même Dayan, au début de la guerre, il pensait que l'armée israélienne allait s'arrêter à El Arish. El Arish, c'est sur la côte nord du Sinaï, au bord de la Méditerranée, à peu près à mi-chemin entre la frontière israélienne et le canal de Suez. Il pensait que l'attaque irait jusqu'à El Arish et qu'il y aurait un cessez-le-feu imposé par le Conseil de sécurité qu'il faudrait arrêter à cet endroit-là et qu'on aurait une monnaie d'échange avec l'Égypte pour obtenir de l'Égypte la réouverture du détroit de Tiran. Et que c'était ça l'objectif tactique de la guerre. Il avait donné des directives à l'armée israélienne de ne pas aller jusqu'au canal de Suez pour ne pas créer de complications internationales. C'est les généraux qui vont jusqu'au canal de Suez parce qu'il n'y a rien qui les en empêche. Il n'y a plus de résistance égyptienne du tout. Donc le plus simple, c'est de s'arrêter sur le canal de Suez. Un autre témoignage d'avant la guerre qui permet de se rendre compte que les généraux israéliens, évidemment, ils pensent qu'ils vont gagner. Ils ne pensent pas du tout que ça va être si rapide et si facile. Et ils pensent que c'est une décision grave et une décision dangereuse qu'ils sont en train de prendre. Dans les discussions qui précèdent la guerre, Eshkol, le Premier ministre, rencontrant les généraux de l'état-major. Le numéro 2 de l'état-major, le chef d'état-major c'est Rabin, je vous ai donné son nom tout à l'heure, le numéro 2 de l'état-major c'est un aviateur du nom de Weizmann, Etzer Weizmann, qui, dans la discussion avec Eshkol, on lui dit « Donnez-nous l'ordre d'attaquer. Chaque jour de plus que vous retardez cette décision nous coûte 1000 morts de plus dans la guerre. » Les Israéliens ont eu en tout 800 morts, pas des milliers de morts dans cette guerre. Mais c'est ce à quoi ils s'attendaient. Ils auraient pu avoir de très mauvaises surprises. Ils auraient pu avoir la surprise quand ils lancent l'attaque aérienne, que les avions égyptiens ont été protégés sur les aérodromes et que c'est très difficile de les détruire. C'était pas difficile de faire ça pour les Égyptiens s'ils s'étaient méfiés. Une part de l'explication de la victoire israélienne, c'est l'ineptie extraordinaire de la direction égyptienne en 1967. Les soldats égyptiens ont été abominablement mal gouvernés. Donc, il y avait des annexionnistes en Israël, il y avait des gens qui souhaitaient l'annexion de la Cisjordanie, dont Begin, qui rentre dans le gouvernement de coalition. Mais c'est facile de reconstruire l'histoire en disant, vous voyez, les annexionnistes sont entrés dans le gouvernement et le gouvernement a décidé une guerre en vue de l'annexion. C'est pas ça qui s'est passé. La volonté d'annexion, elle va apparaître ensuite, après le résultat de cette guerre qui est déclenchée parce que c'est le seul moyen de sortir de la situation dans laquelle Nasser a enfermé Israël. Avant la guerre, quelques jours avant la guerre, je pense 3 jours avant la guerre, un journaliste égyptien du nom de Heikal, qui avait la réputation d'être un ami personnel de Nasser, et on lisait beaucoup, enfin les gens qui pouvaient le lire en arabe lisaient beaucoup
ce qu'écrivait Heikal dans son journal pour essayer de comprendre la logique politique de Nasser. Et 3 jours avant la guerre, Heikal fait un article dans le journal, c'est un article excellent, qui dit « La guerre est inévitable, voici pourquoi ». Et il explique que l'armée israélienne, qui est complètement mobilisée, paralyse complètement la vie sociale et la vie économique en Israël. Pas que Israël ne peut pas rester pendant des mois avec son armée mobilisée. Alors que l'Égypte peut faire ça, la Syrie peut faire ça. Et donc Israël est obligé d'attaquer pour débloquer la situation. Et Heikal disant, c'est eux qui vont attaquer, on va mener une bataille défensive contre eux, et dans cette bataille défensive, on va les écraser. Alors, l'ennui, c'est que l'armée égyptienne, dont les généraux ne lisaient pas les journaux, on peut imaginer, n'avaient pas compris ça du tout, ce qui fait que leur aviation n'avait pas été préparée à l'idée que c'est les autres qui allaient attaquer les premiers, et l'armée de terre, en étant le long de la frontière avec Israël, était extraordinairement vulnérable. Parce s'il se préparait à une bataille défensive, il fallait préparer des positions plus en arrière pour savoir où l'ennemi attaque avant d'être attaqué par lui. Et donc tout le déploiement militaire de l'Égypte en 1967 est un déploiement militaire qui n'a de sens que s'il se prépare à attaquer. Est-ce qu'ils avaient vraiment l'intention d'attaquer? On ne le sait pas, mais ils n'ont pas réfléchi du tout à comment pourrait se dérouler cette guerre. Nous verrons qu'en 1973, l'armée égyptienne va être commandée tout à fait différemment par des gens qui ont réfléchi à ce que je suis en train de vous expliquer maintenant. Mais en 1967, la direction, la diplomatie de Nasser jusqu'au soir du 4 juin est extrêmement brillante. Il a remporté un succès extraordinaire, il est redevenu le leader de la nation arabe, il a obligé Hussein de Jordanie à devenir son allié, il a placé Israël dans une impasse, dans une situation où ils sont obligés soit de faire la guerre, soit d'accepter de céder, que les Égyptiens ont établi un blocus sur les détroits de Tiran et que ce blocus va durer. Donc il y a une réussite extraordinaire diplomatique, puis ensuite il y a un échec militaire absolument extraordinaire parce que lui-même et ses généraux n'avaient pas du tout réfléchi convenablement à comment peut se dérouler cette guerre si ce sont les autres qui attaquent. Après la guerre, Nasser va faire des discours en public, qui sont des discours probablement assez sincères, dans lesquels il dit des choses qui sont très révélatrices. Par exemple, il dit qu'il a été trompé par les Américains, que les Américains lui ont dit que les Israéliens n'attaqueraient pas. Et évidemment, les Américains essaient de calmer le jeu. Ils ne veulent pas s'engager dans une guerre, mais ils ne veulent pas non plus augmenter l'excitation dans la région. Donc qu'ils aient dit à Nasser que les Israéliens n'attaqueraient pas, pourquoi Nasser croit-il que les Israéliens obéissent aux Américains? Il y a une conception là étrange de la situation politique. Il dit aussi, il a déclaré dès le 5 juin, les Égyptiens ont accusé les Américains d'avoir participé à l'attaque aérienne contre l'Égypte. Plusieurs jours après, les dirigeants égyptiens savent bien que c'est faux. Le jour même, c'est possible qu'ils l'aient cru un peu, parce que l'attaque aérienne israélienne est arrivée par l'ouest, contre les aérodromes qui sont dans la vallée du Nil. Ils ont volé au-dessus de la Méditerranée et puis ils ont viré vers le sud et vers l'est à partir de l'ouest de la vallée du Nil. Donc les avions israéliens sont arrivés du côté où on ne les attendait pas et
à cause du phénomène de la rapidité de réutilisation des avions. Les Égyptiens ont pu avoir l'impression que les Israéliens ont beaucoup plus d'avions que ce qu'on croyait qu'ils avaient. Donc peut-être qu'il y a eu un peu le fait qu'ils croyaient ça. Bon, il a su très vite que ce n'était pas le cas, qu'il n'y avait pas du tout d'avions américains qui avaient participé à l'attaque contre l'Égypte. Et ensuite, c'est devenu un mensonge. Dans les années 70, les dirigeants égyptiens vont déclarer officiellement qu'il n'y a pas eu d'avion américain à attaquer l'Égypte le 5 juin 1967. Deux autres choses que dit Nasser qui sont sans doute vraies mais naïves. Il dit notre défaite, ça prouve rien parce que la plupart des soldats égyptiens n'ont pas eu l'occasion de combattre. Effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La plupart d'entre eux, ils ont fui pour ne pas être encerclés et ils sont morts mitraillés dans le désert. Ils n'ont pas vraiment combattu. C'est la pire condamnation que l'on puisse faire des gens qui les ont commandés et qui les ont placés dans cette situation. Un autre des arguments de Nasser qui est très révélateur, il dit que le 5 juin, jusqu'à 5 heures de l'après-midi, il n'a pas su que son aviation était entièrement détruite. Donc, on a continué à donner des ordres aux soldats égyptiens qui étaient dans le Sinaï, sans tenir compte du fait qu'ils n'avaient plus du tout d'appui aérien depuis 10 heures du matin. Et ça a pris jusqu'à 5 heures de l'après-midi pour que les généraux égyptiens qui le savaient osent aller le dire au patron, par peur de se faire engueuler, j'imagine. Ce sont des choses qui arrivent dans les situations de guerre. Donc, il y a une accumulation d'erreurs, de compréhension de la situation qui explique ce résultat et qui va donner une occasion pour les annexionnistes israéliens dont l'influence va se développer ensuite. Mais ce ne sont pas les annexionnistes israéliens qui sont à l'origine de cette guerre. L'autre chose qui va changer beaucoup la situation du conflit et qui va avoir des conséquences à plus long terme, c'est l'entrée en guerre de la Jordanie. Je vous ai dit tout à l'heure, à 11 heures du matin, le 5 juin, les canons jordaniens commencent à tirer à Jérusalem sur les Israéliens. Alors, cette décision du roi Hussein est paradoxale. Bon, la décision, c'est celle du général égyptien qui maintenant commande, depuis le 30 mai, il y a un général égyptien qui commande l'armée jordanienne. En même temps, on peut être tout à fait sûr que si le roi de Jordanie avait dit à ses généraux, avant d'obéir au général égyptien, vous me demandez si je suis d'accord. Évidemment, les généraux jordaniens auraient été d'accord avec ça, parce que leur fidélité, c'est la fidélité au roi, et il n'est pas sûr du tout qu'ils aient été tellement contents d'avoir au-dessus d'eux, comme commandant en chef, ce général égyptien qu'ils considéraient sans doute comme un type moins compétent qu'eux-mêmes. Les militaires jordaniens sont les plus compétents dans le monde arabe, et ils savent qu'ils le sont. Et être commandé par un Égyptien, ce n'est pas forcément quelque chose qui leur faisait plaisir. Donc le roi avait la possibilité de décider ou de ne pas décider d'attaquer. Nous verrons plus tard qu'en 1973, le roi de Jordanie, face à ce problème, comment ne pas entrer dans une guerre et ne pas être accusé de trahison par les autres Arabes. En 1973, il va savoir faire ça remarquablement bien. S'il avait compris la situation en 1967, il aurait certainement trouvé le moyen de faire ça de nouveau. Il est probable que en 1967, le roi Hussein, quand il accepte que son armée engage les hostilités contre Jérusalem, contre la partie israélienne de Jérusalem, il croit que l'Égypte est en train de gagner. Il croit que l'Égypte est en train de gagner parce que c'est ce que lui dit Nasser. Nasser communique avec Hussein et lui dit on est en train de gagner, il faut participer à la lutte victorieuse.
peut-être qu'il a été intoxiqué par les Israéliens. Il s'est passé quelque chose d'intéressant en Israël pendant cette première journée de guerre. C'est que les médias israéliens, il n'y a pas de télévision à l'époque en Israël, il y a seulement la radio. Et la radio israélienne va donner des informations sur la guerre qui ont deux formes. Il y a le témoignage sur le terrain du journaliste qui est auprès du sous-lieutenant Intel, qui est avec son unité. On ne peut pas vous dire où, parce que c'est un secret militaire, mais le moral est bon et les soldats font confiance à leur officier. Pas le témoignage vécu là, comme ça sur le terrain. Et puis, le deuxième type d'information que donnait la radio israélienne, c'est de reproduire les communiqués égyptiens. Bon, j'étais à Paris à ce moment-là, j'ai suivi ça dans les journaux, il y avait des éditions de journaux à répétition dans la journée qui eux aussi reproduisaient uniquement les communiqués officiels égyptiens. Notamment vers midi à Paris, les journaux qui sortaient annonçaient, enfin, au moins l'un d'entre eux, François, annonçait qu'il y avait eu des combats aériens et que les Israéliens avaient perdu 70 avions et que les Égyptiens en avaient perdu 30. C'était les communiqués de la propagande égyptienne. Vous avez des gens qui avaient préparé des communiqués à l'avance, qui ne se préoccupaient pas du tout de savoir qu'est-ce qui se passe sur le terrain, qui publiaient des communiqués de victoire parce qu'il fallait publier des communiqués de victoire. Les Égyptiens ont publié des communiqués de victoire pendant presque toute la journée du 5 juin. Et les Israéliens ont répété ces communiqués sur leur radio, en disant évidemment que c'était des communiqués égyptiens, et en pensant que la population israélienne pouvait comprendre qu'il ne fallait pas faire confiance à ce type d'information. Et dans la nuit, à 10h ou 11h du soir, Rabin, le chef d'état-major, fait une conférence de presse dans laquelle il explique qu'est-ce qui s'est passé dans la journée. Il explique combien on a perdu d'avions, ils en ont perdu quand même quelques-uns, combien ils ont détruit d'avions à leurs adversaires, où sont rendues les troupes israéliennes dans le Sinaï, où sont rendues les troupes israéliennes contre la Jordanie. Les combats ont commencé dans la Jordanie, contre la Jordanie, au milieu de la journée. Donc là, on se met à avoir des informations de sources israéliennes sur ce qui se passe. Alors que pendant toute la première journée, on n'a pas d'informations de sources israéliennes sur le déroulement des combats. Et peut-être que le roi de Jordanie, ayant l'Égypte qui lui dit, le dirigeant égyptien qui lui dit on est en train de gagner, et la radio israélienne qui semble confirmer ça, en reproduisant les communiqués égyptiens. Et s'il pense que l'Égypte est en train de gagner, effectivement, c'est logique pour lui d'essayer de s'emparer au moins de Jérusalem, parce que si l'Égypte et la Syrie gagnent une guerre contre Israël, ça peut être une catastrophe pour lui. Ça peut lui faire perdre complètement la Cisjordanie et la ville de Jérusalem, qui est l'enjeu le plus important aux yeux du roi de Jordanie, en Cisjordanie. Donc, de participer à la guerre pour ne pas pouvoir être accusé de trahison et prendre en gage ce qui a le plus d'importance pour lui. Alors, ce n'est pas du tout ce que dit le roi de Jordanie pour expliquer sa décision, ça c'est seulement mes suppositions à moi. Mais il me semble que c'est une supposition rationnelle, pas parce que la décision de s'engager dans cette guerre à 11h du matin, s'il avait su que l'aviation égyptienne était déjà entièrement détruite et que donc la victoire des Israéliens dans la guerre ne faisait plus de doute à ce moment-là, que s'engager dans cette guerre à ce moment-là était absurde de sa part. Mais c'est ce qui va avoir les conséquences les plus graves pour le long terme. Parce qu'après tout, nous savons aujourd'hui que le conflit entre Israël et l'Égypte, il est réglé, qu'il y a un traité de paix depuis 1979, qui est appliqué depuis 1981 et qui est respecté depuis 1981, et que l'Égypte est arrivée à se sortir du conflit. Avec la Syrie, ça n'est pas fait, mais ça aurait pu être fait sur le même schéma qu'avec l'Égypte.
que le problème insoluble, c'est le problème qui a été créé par l'entrée de la Jordanie dans le conflit à ce moment-là, à cause, je crois, de l'erreur d'analyse du roi de Jordanie au matin du 5 juin. Ce n'est pas facile pour lui de prendre les décisions avec les informations qu'il avait. Mais sa décision d'engager les opérations militaires contre Israël à ce moment-là, ça va avoir des conséquences très très graves parce que ça aboutit à l'occupation de la Cisjordanie, donc à placer maintenant la majorité des Palestiniens vont se retrouver sous contrôle israélien. Il y a ceux qui sont citoyens israéliens, il y a ceux qui sont en Cisjordanie et il y a ceux qui sont à Gaza. Et c'est la majorité du peuple palestinien. Alors que avant 1967, la majorité des Palestiniens étaient en dehors des frontières d'Israël, et c'est en Jordanie qu'il y en avait le plus, avec la Cisjordanie. Il y avait une population palestinienne là importante qui faisait partie du royaume du royaume de Jordanie. Et que c'est le sort de la Cisjordanie et surtout le sort de Jérusalem qui va être ce qui bloque toute possibilité de règlement ensuite, ce qui va rendre tellement difficile des règlements ensuite. Alors qu'un règlement avec l'Égypte a été possible, nous le savons, un règlement avec la Syrie aurait pu être possible, pas plus difficile qu'avec l'Égypte. Il y a un règlement aujourd'hui avec la Jordanie, parce que la Jordanie a complètement renoncé à la Cisjordanie. Le problème qui continue à être un conflit grave, c'est le conflit avec les Palestiniens. Et ce conflit, il est devenu sans issue, tellement difficile à régler à cause de la prise de Jérusalem en 1967. Je me souviens d'un échange dans une salle de séminaire d'université à Paris en 1967. C'est une conversation qui a dû avoir lieu le 8 juin. La guerre n'était même pas finie, mais on savait déjà qu'elle était gagnée par les Israéliens. Et je me souviens la conversation entre deux universitaires parisiens, l'un d'entre eux qui disait la façon dont les Israéliens ont fait la guerre montre que, dans certains cas, une guerre conduite intelligemment peut être le moyen de régler un problème politique, de diminuer beaucoup une menace politique. Donc, il prenait cet exemple en disant c'est la preuve que le discours pacifiste systématique qui dit que la guerre c'est toujours mauvais, que ce discours il est parfois faux et qu'on a là un exemple d'une utilisation de la guerre pour rendre moins dangereuse une situation. Et une autre personne dans cette salle de séminaire à Paris lui a objecté que l'occupation de Jérusalem-Est par les Israéliens était ce qui rendait le conflit impossible à résoudre pour l'avenir. Parce que les Israéliens n'accepteraient jamais de se retirer de Jérusalem et que pour les Arabes, le maintien des Israéliens à Jérusalem-Est, c'est ce qui rendrait inacceptable tout règlement avec Israël. Parce que finalement, c'est la guerre entre la Jordanie, qui n'est pas du tout à l'origine de la crise. Parce que ce qui est à l'origine de la crise, c'est la Syrie et l'Égypte. Et c'est la guerre avec la Jordanie qui, je crois, aurait été évitable. Que si le roi de Jordanie n'était pas entré en guerre, les Israéliens qui avaient suffisamment à faire avec l'Égypte et avec la Syrie n'auraient pas attaqué la Jordanie ce jour-là. Si la Jordanie était restée en dehors de la guerre, peut-être que le conflit serait complètement réglé aujourd'hui. Il est devenu tellement difficile à régler à cause de l'occupation de Jérusalem par les Israéliens en juin 1967 et la décision qu'ils vont prendre très très vite d'annexer l'ensemble de la ville. Ils ne prendront pas la décision d'annexer les autres
territoire occupé, même si certains Israéliens aimeraient beaucoup qu'ils le fassent, mais la décision d'annexer Jérusalem a été prise très très vite. Et la décision de rester dans les territoires occupés va être désapprouvée par beaucoup d'Israéliens pendant longtemps. Peu d'Israéliens accepteraient que le gouvernement israélien décide de rendre la partie est de Jérusalem à un État arabe ou un État palestinien ou à la Jordanie ou peu importe. Ça, c'est devenu le point le plus insoluble de ce conflit, le plus difficile à régler de ce conflit. Il y a beaucoup d'autres points qui sont difficiles, mais c'est le plus difficile de tous. Bon, les conséquences pour la poursuite du conflit de la guerre de 1967 et ce dont je parlerai d'abord dans la prochaine leçon. Je vous remercie de votre attention.